Bonsoir tout le monde, c'est un bonheur de vous retrouver en direct pour cette première émission, ce premier débat de l'année sur le plateau d'Infrarouge. Et c'est forcément, j'ai envie de dire, la polémique du moment qui nous réunit ce soir, qu'elle sort, réservée à Gérard Depardieu, ou plus particulièrement aux films dans lesquels il tient la vedette. Vous le savez, la RTS et puis la RTBF, les Belges, avant elle, ont-elles bien fait de déprogrammer Depardieu pendant les fêtes, ou en tout cas un film de Depardieu. Il ne vous aura pas échappé que le débat déchaîne les passions. Les uns hurlent à la censure, à l'infantilisation du public. Les autres saluent au contraire un choix responsable et plein de bon sens. Et si tout le monde s'engueule, puisque tout le monde s'engueule, c'est probablement parce que le monde change et que les lignes bougent entre ce qui est acceptable et peut-être ce qui ne l'est plus. Alors, bonne ou mauvaise décision de la part des télévisions publiques, et plus généralement, quels sont les ingrédients de ce changement d'époque qui, de toute évidence, bouscule 6 invités. C'est beaucoup ce soir. Pour en parler, Pascal Critin est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de la RTS, le patron, qui nous expliquera le pourquoi du comment de cette décision qu'il assume et qu'il défend. Yael Hayat est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Avocate, pénaliste, passionnariat de la liberté d'expression, passionnariat de la présomption d'innocence, pour qui ce qui est à l'œuvre en filigrane est à la fois triste et dangereux. Je crois que ce sont vos mots. Anne Bizang est avec nous aussi, bonsoir. Bonsoir. Directrice du Théâtre Populaire Roman, vous défendez vous aussi la décision, en l'occurrence de la RTS, que vous jugez pleine de tact, pleine de bon sens, dans un moment particulier. Mathieu Béguin, bonsoir. Bonsoir. Acteur, comédien, metteur en scène, acteur culturel, on dit, c'est comme ça qu'on dit, je crois, dans le monde moderne, pour qui il faut absolument faire une distinction entre les hommes et leur œuvre. On en parlera ce soir. Valérie Vuy, bonsoir. Bonsoir. Directrice de Décadré. Décadré, c'est un institut de recherche, parle sous votre contrôle, une formation qui offre pour plus d'égalité et moins de sexisme dans les médias. Et enfin, Jonas Follonier, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef du magazine Le Regard Libre, qui éditorialise aujourd'hui même encore sur cette décision que vous jugez, que vous contestez, et donc vous interrogez les fondements. Alors, faut-il effacer Gérard Depardieu? Bienvenue dans Infrarouge. Pascal Critin, je vais forcément commencer avec vous. Merci d'être là, sur le plateau, après avoir été à Forum lundi, pour expliquer. Il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup de questions. On sait que ça a beaucoup animé le débat public. Rentrée rock'n'roll pour vous. Vous imaginez une telle tempête comme ça, le 31 décembre, en préparant le réveillon? Non, mais disons, c'était intéressant. La semaine du 31 décembre, elle a d'abord commencé normalement, avec un article du Matin Dimanche qui s'est normalement posé la question, après la diffusion de l'émission sur France 2, le 7 décembre, comment réagissent les acteurs culturels en Suisse romande? Comment est-ce qu'on programme les salles de cinéma? Est-ce qu'on modifie la programmation? Comment est-ce qu'on programme peut-être des festivals? Comment est-ce qu'on programme différents lieux de théâtre et autres? Et puis, que fait la télévision? Que fait la télévision? Puisqu'on sait que la grille des fêtes, c'est un moment aussi rassembleur, etc. Et donc, on nous a posé la question, on a répondu très honnêtement, de manière transparente. On aurait pu se défiler en disant non, mais bien sûr, Depardieu est sous nos antennes, il n'y a pas de ce problème, puis simplement pas diffusé. Non, on a répondu très transparent, de manière transparente, qu'on avait conservé un film. Le 15 décembre, nous avons diffusé Illusion perdue, déprogrammé un autre film, Maison de retraite le 18, et c'est tout. Voilà. Et donc, je trouve que ce moment-là était tout à fait normal. Après, une deuxième partie de la semaine qui a été, à la fois, assez polémique. Ouais. Rock'n'roll, c'est le terme. Oui, je trouve qu'on est parti dans vraiment une forme de collective assez agitée. Je vais rester prudent sur les mots pour froisser personne. Et je vous pose une question que beaucoup de gens se sont posées. Je suis obligé de me faire leur porte-parole ce soir. Vous vous êtes exprimé lundi dans Forum, vous expliquez ce soir ici. Jusqu'ici, c'était la communication de la RTS. Tout le monde se demandait, mais où est la direction? Pourquoi est-ce que vous avez attendu le 7, 8, 9 janvier pour vous exprimer? Mais pour une raison assez simple. D'abord, très simplement, moi j'étais en vacances. Je pense que le patron de la RTS, il a aussi besoin de quelques jours de vacances. En plus, voilà, je me remettais de maladie, etc. Voilà. Moi, j'avais un peu de recul. Et puis, je dois dire, au fur et à mesure que la polémique, parce que c'était une polémique pour moi assez hystérique, voilà, je vous donne mon avis personnel, j'ai décidé de prendre un peu de recul et de venir la semaine suivante, c'est-à-dire dès lundi et ce soir, pour pouvoir en parler, j'espère, de manière un peu plus calme. Parce qu'il y a derrière cette question, cette polémique, des vraies bonnes questions. Comment est-ce qu'on programme une télévision? Et puis d'autres questions qui sont liées à la représentation d'œuvres, etc., et d'artistes. Voilà. Autant de questions qu'on va essayer d'examiner. Exactement. Et donc, moi, j'ai pris un peu de recul là-dessus, mais je viens volontiers aujourd'hui m'en expliquer devant tout le monde. Eh bien, merci. On va parler de tout ce soir. Yael Hayat, avant de vous énerver, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, d'abord, d'être ici? Le débat public se porte bien, non? Si on est sur le service public et puis qu'on parle de nos propres décisions.
Bien sûr que c'est une bonne nouvelle d'être là. Alors je vous rassure, je ne vais pas du tout être dans l'hystérie. Absolument pas l'hystérie, pas. j'ai dit l'énervement. Non, mais c'est simplement ce qui s'est passé tout de même, parce qu'on peut, évidemment qu'on va en parler très sereinement, mais ce qui s'est passé tout de même est pour moi d'une certaine gravité. Et ça n'enlève en rien la gravité. Cette décision de déprogrammer Gérard Depardieu, alors on va y venir, moi j'ai entendu le porte-parole, Monsieur Ferrara, je vous ai entendu sur Forum, j'ai entendu les raisons. Moi, j'ai un tout petit peu l'impression, je le dis d'emblée, qu'on passe du siècle des Lumières au siècle des Ténèbres. Et très franchement, cette décision, pour moi, est d'une certaine gravité. Vous allez avoir la possibilité de nous expliquer pourquoi. Merci d'avoir l'un et l'autre posé le décor. Alors, si vous revenez à l'instant du bout du monde, du pôle Nord, je ne sais pas, et que vous avez échappé à la saga Depardieu du Nouvel An, que s'est-il passé exactement? C'est Christophe Sirou qui nous briefe. Fallait-il mettre à l'index, même temporairement, les films dans lesquels apparaît Gérard Depardieu dans un rôle titre? Fallait-il que la RTS suive les grandes lignes des chaînes de services publics, français, belges ou québécois, et des programmes, comme l'a révélé Le Matin Dimanche, un long métrage durant les périodes de fête? Voici sa réponse. Dans les faits, là, nous avons déprogrammé un seul film où il occupe un rôle principal, ni plus ni moins. Nous avons maintenu la diffusion d'un autre film où il joue un rôle mineur, ce qui nous a d'ailleurs aussi valu des réactions du public. La chaîne serait-elle allée trop loin dans sa volonté de préserver les sensibilités? Le débat s'emballe depuis 10 jours, s'immisce même dans la vie politique. Dans les colonnes du Temps, d'un côté, il y a ceux qui appuient cette décision, comme le conseiller national vert Nicolas Valder. Je salue le courage et l'engagement de la RTS qui cherche à protéger la sensibilité d'une partie du public. De l'autre, ceux qui la contestent à l'image du PLR Philippe Nantermo. Le rôle de la RTS n'est pas de faire la leçon et d'imposer le programme de ses sachants. Sur la chaîne Léman Bleu, le conseiller national MCG genevois Daniel Sormani est allé plus loin en annonçant porter plainte contre la SSR auprès de l'autorité de surveillance des programmes. Le déclencheur de cette déprogrammation, c'est un reportage du magazine d'investigation Complément d'enquête, diffusé par France 2, début décembre. On y voit un Gérard Depardieu multiplier en toute décomplexion des propos misogynes ou à caractère sexuel lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018, notamment à l'égard d'une fillette. L'acteur, par ailleurs visé par 3 plaintes dans un cadre professionnel, 2 pour viol, 1 pour agression sexuelle, mais qui aujourd'hui encore bénéficie de la présomption d'innocence. 3 plaintes formelles, alors qu'une quinzaine de femmes l'accusent d'abus lors de tournage. Autour de lui, le landerneau culturel se déchire. Une première tribune signée de ses partisans n'effaçait pas Gérard Depardieu, une icône nationale bafouée par le tribunal médiatique selon eux. Et des contre-tribunes massives dénonçant la complaisance d'un milieu où l'ogre du cinéma français a pu dépasser les limites en toute impunité. La ministre française de la Culture, Rima Abdul Malak, va aussi tenter de priver l'acteur ou de son film de sa Légion d'honneur, non nette du président Macron. C'est que la Légion d'honneur est un ordre dont je suis en effet le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale. Et donc, c'est pas sur la base d'un reportage ou de telle chose qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. D'autres n'ont pas attendu. Depardieu, radié de l'Ordre national du Québec et de son titre de citoyen d'honneur de la commune belge d'Estaing-Puy, sa statue de cire retirée du musée Grévin. Depuis 7 mois, France Télévisions refuse de le mettre en majesté dans ses programmes. Plus d'achats non plus et plus de coproduction jusqu'à nouvel ordre d'œuvres où il est en tête d'affiche. Plus de Depardieu en rôle titre non plus diffusé sur la RTBF ou la RTS. Simple recadrage provisoire, excès de zèle. La RTS se rend-elle complice d'une mise à mort médiatique au mépris de la présomption d'innocence? Le débat continue. Pascal Crétin, je suis obligé de vous rendre la parole tout de suite, puisqu'il faut bien lancer le débat et on ne va pas tourner autour du pot. Expliquez-nous pourquoi est-ce que Gérard Depardieu a été déprogrammé pendant les fêtes. D'ailleurs, c'était quel film, vous nous le direz, puisque pour l'instant, on ne le sait pas. Et pourquoi la RTS était, selon vous, dans son rôle en prenant cette décision? D'abord, j'aimerais dire que ça n'est ni un acte de censure, ni un acte de procureur, comme j'ai pu le lire, parce qu'on n'est pas dans l'ordre de la morale et on n'est pas dans l'ordre du juridique. D'ailleurs, la meilleure preuve que je peux apporter ici ce soir, c'est que nous n'avons pris aucune décision lorsque les accusations de viol ont été portées contre Gérard Depardieu, car à l'heure où on se parle, tant que justice n'est pas rendue, il est présumé innocent. Je le dis très clairement, aussi aux yeux de la RTS, parce que c'est comme ça que dans l'ordre juridique que ça fonctionne.
En revanche, le 7 décembre, il y a une émission qui est diffusée, celle dont vous avez rappelé l'existence, Complément d'enquête sur France 2. Et là, à la fois, qu'est-ce que découvre le public? Ils ont des propos, des comportements qui n'ont rien de juridique, qui, je pense, ont touché quand même une grande partie de la population. J'en veux pour preuve que même celles et ceux qui estiment que nous avons pris une mauvaise décision ont dit publiquement qu'ils étaient choqués par cette émission. Donc à la fin, ça fait quand même beaucoup de monde qui est choqué par ces propos. Et donc quand vous êtes programmateur ou programmatrice de la RTS, vous êtes obligé de prendre une décision très simple. Est-ce que je programme un film avec Gérard Depardieu à Noël ou pas, compte tenu de ce contexte et de la sensibilité de la population? Est-ce que je déprogramme un film de Gérard Depardieu ou pas? Est-ce que je maintiens le programme? Est-ce que je programme? Est-ce que je le déprogramme? Comme je l'ai dit, on a maintenu un des films dans lequel il y avait un rôle secondaire, on a reçu des réactions du public, et on a déprogrammé un autre film dans lequel, Maison de retraite, dans lequel il avait un rôle principal. Mais vous êtes obligé de répondre à cette question. Vous ne pouvez pas vous défausser. Donc le pourquoi, c'est la sensibilité du public. Et donc, c'est pour protéger la sensibilité du public. Vous savez, avant de prendre la décision, que quelle que soit la décision prise, diffusée ou ne pas diffusée, vous serez critiqué. Et alors, intervient une deuxième réflexion. Est-ce que je vais heurter la sensibilité d'une partie du public? Et nous avons décidé, c'est critiquable, on est là pour en débattre, mais nous avons décidé professionnellement, éditorialement, qu'il ne fallait pas ajouter le heurt, le choc émotionnel sur une partie de la population. Voilà. Et donc, simplement, nous avons fait ça momentanément, parce que dans ce contexte de grille des fêtes, qui est une grille rassembleuse, populaire, familiale, peut-être, nous devons-nous estimer, qu'il était un peu fort de café de laisser Depardieu entrer dans tous les salons des Suisses romands comme momentanément, ça veut dire quoi? Il revient la semaine prochaine? Et il va revenir. Bon, Depardieu n'est pas programmé toutes les semaines, comme vous le savez. Mais il va revenir, nous avons des films en stock, nous avons bien l'intention de les diffuser. Nous le referons, quitte peut-être à accompagner de débats et autres, au moment où la sensibilité sera un peu, les braises seront un peu moins chaudes. Mais nous le referons. Nous n'avons pas interdit Depardieu, il est disponible sur Play RTS, vous pouvez taper son nom, et c'est tout à fait accessible. Le film en question, c'était quoi? Je l'ai dit, je crois déjà, Maison de retraite. Maison de retraite. Maison de retraite. Moi, j'ai pas vu Maison de retraite. Je sais Moi pas non si plus. vous avez vu Maison de retraite. Voilà. En tout cas, on l'aura pas vu pendant les fêtes. Jonas Follonier, votre son n'a fait qu'un tour. Dès le 31 décembre, sur les réseaux, vous écrivez, je cite, absurdité, bêtise, honte. Bam! Les mots sont forts. Oui, émotion forte, mais je comprends tout à fait les clarifications de M. Critin, les explications, je les trouve tout à fait cohérentes. Là où je pense qu'il y a peut-être une erreur, c'est de dire une majorité de romans a été choquée. Peut-être bien, j'en fais partie d'ailleurs, c'est vrai, par ces images, elles ont tout c'est abject, c'est absolument hors de question de soutenir de tels propos. Mais ce n'est pas parce qu'une majorité de romans est choquée par ces propos qu'une majorité de romans ne veut plus voir de films avec Depardieu. Et c'est là qu'on entre dans la distinction, en effet, entre l'homme qui a un comportement, un mauvais comportement, et puis ses œuvres, les œuvres auxquelles il participe, auxquelles il n'est pas le seul d'ailleurs à participer. Et donc, on le voit avec les sondages qui ont été faits par après, qui ne sont pas représentatifs, mais qui montrent au moins que ce n'était pas évident que Parler beaucoup de sondages menés par romans, il y a par exemple le sondage Tamedia, 24 heures, voilà, Tribune de Genève. Exactement, Tamedia, c'est 78% de lecteurs qui ne sont pas d'accord avec la décision de la RTS. Il y a Watson aussi, c'est aussi une majorité 50. Contre. Voilà, 55, enfin on va pas... tout ce que je veux dire, c'est que c'est pas évident, disons, qu'il y avait une sensibilité du public à préserver. Je pense même qu'on peut attendre en tant que spectateur d'être heurté par des contenus de la RTS. Je ne vois rien de choquant là-dedans. Anne Bizang, pour vous, ni absurdité, ni honte, mais une décision quoi, sensible, pleine de tact. Comment est-ce que vous la qualifiez, cette décision de la RTS? Est-ce que vous le défendez? Je pense que c'est une décision sensée, qui fait sens. Quand on a un débat public tel qu'il a surgi fin décembre, une forme de neutralité, de réserve, me paraît tout simplement le bon sens, quoi. Et puis, d'autre part, de quoi parle-t-on? On parle, au fond, de la révélation de manifestations de violence impunie dans un milieu. Et moi, je vois aussi dans cette décision de la RTS On vient de nous dire que ce n'était pas le cas, que ce n'était pas à cause des mises en... Lui, le directeur, il dit ce qu'il pense qu'il doit dire. C'est la réalité chronologique de la décision. C'est la réalité chronologique de la décision. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas de découpage temporel dans tout ce que vous avez dit. Je dis que c'est un signal qui arrive pas à n'importe quel moment. Le service public, il est aussi le reflet d'un moment, d'une sensibilité, de l'évolution d'une société. Et je pense que ce signal, il est à la fois adressé au milieu du cinéma, à l'industrie du cinéma,
pour lui dire, bon, vos comportements dont on commence à entendre beaucoup trop souvent de témoignages déplorables, navrants, votre industrie, elle doit faire sa révolution. Le service public a un devoir d'exemplarité. Et au fond, il est aussi dans son rôle quand il dit, on n'est plus d'accord, on veut aussi donner un signal de ras-le-bol, de cette impunité, de cette violence finalement qui n'est jamais sanctionnée, voyez, à l'égard des femmes, qui, dans cette décision, ont été entendues. C'est aussi ça. D'un côté, il y a une présomption d'innocence sur un homme puissant, et puis il y a toutes les sans-voix, les sans-visages, qui portent plainte ou qui témoignent, en tout cas, de violences que cet homme leur a fait subir. Je vous vois acquiescer, Valérie Vuy, parce que vous faites le même lien en disant le Depardieu qu'on déprogramme, en l'occurrence, pendant les fêtes, c'est le Depardieu des propos salaces de complément d'enquête, c'est aussi, vous y voyez un soutien à un certain nombre de femmes envers lesquelles il aurait eu un comportement déplacé, inacceptable. Effectivement, il y a plusieurs éléments qui sont sortis, qu'on peut reprendre et qui sont intéressants. Je pense que ce qui est important de souligner, tout d'abord, c'est qu'on n'a pas effacé Gérard Depardieu. Gérard Depardieu est encore trouvable. La RTS a simplement jugé que pour un programme de fête qui doit être rassembleur, un film de Depardieu n'était pas pertinent. Et là, ensuite, c'est de l'ordre de la liberté individuelle. Tout le monde était libre de zapper et d'aller regarder un film ailleurs. On le trouve d'ailleurs sur nos plateformes, encore. Je pense sous votre réserve, Pascal Critin. Ce film-là Gérard Depardieu, de manière générale. Bien sûr. Donc ça, je pense que c'est important de souligner et simplement de remettre le débat au bon niveau. Ensuite, effectivement, je pense que tout le monde sera d'accord sur le plateau. Les propos qui ont été tenus, les images qu'on a pu voir, elles sont choquantes. Les propos sont inadmissibles. Donc maintenant, reconnaître que ces propos sont inadmissibles et puis se questionner sur qu'est-ce qu'on fait donc avec la personne. Est-ce qu'on continue à lui donner de la visibilité? Est-ce qu'on continue à lui donner de la parole, à le visibiliser? Et puis aussi, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on fait avec son œuvre? Et reconnaître que ces films, que cette œuvre peuvent choquer, eh bien, c'est un message qui est important et fort pour les victimes. Effectivement. C'est un message qui dit, oui, ces propos, je ne parle pas là des accusations, effectivement, il est présumé innocent, mais les propos qu'il a tenus ne sont pas tolérables. Mathieu Beclin, vous levez les yeux au ciel. Oui, je ne suis pas sûr qu'il m'aidera, mais fondamentalement, je pense qu'on mélange absolument les registres. Et c'est là le problème, parce que tout le monde sera effectivement d'accord pour dire que des comportements et des propos de gougnafier comme ça, ce n'est pas acceptable et ça ne va pas. Et ce n'est pas une question d'époque, c'est une question d'éducation, à un moment donné. Mais par contre, le film, lui, l'œuvre... C'est quand même une question d'époque, si je puis me permettre. On y reviendra, je pense, plus tard. Oui, on y reviendra. Mais on aura l'occasion d'y venir, mais on verra qu'au travers des époques, les choses changent. Et c'est une bonne chose en soi qu'il y ait des changements, mais par contre, le changement ne doit pas mélanger les registres, justement. Et il y a, si on veut, grosso modo, on pourrait dire la chose suivante. On est tous d'accord ici pour dire que le fait d'être talentueux n'excuse pas ce type de comportement. Et donc, si le talent n'excuse pas le crime ne peut pas condamner l'œuvre. C'est parce que le talent et l'œuvre sont sur un même plan. Et donc, on peut trouver que ces propos ne vont pas. On peut décider de ne pas diffuser, par exemple, de ne pas aller acheter les droits du complément d'enquête pour les rediffuser et les répéter une fois de plus sur les ondes de la RTS. Mais par contre, un film, lui, il n'y est pour rien. Et donc, il y a un amalgame là-dedans qui se fait. En plus, un film est quand même une œuvre collective. C'est pas une seule personne. C'est plein de monde. Alors, j'entends un petit peu dans les propos... C'est une industrie. C'est un système. Oui, mais alors justement, j'entends justement dans les propos d'Anne Bizan qu'elle affectionne particulièrement les punitions de chambrée. Moi, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la punition collective, parce que c'est ça, c'est dire mais finalement, comme ils n'ont pas ouvert leur gueule au moment où il fallait, comme ils n'ont rien dit, etc., eh bien tiens, on les punit tous. Mais qu'est-ce qui nous dit que sur ce film, par exemple, Maison de retraite, il s'est passé quelque chose sur le plateau et sur un autre, et ainsi de suite. Donc on rentre dans quelque chose qui, d'un côté, a quelque chose d'un peu inquisiteur et puis qui mélange les choses. Moi, j'ai aucun problème à ce que les gens qui ont des comportements qui ne sont répréhensibles payent
paye quelque chose pour ça, mais par contre, pas la collectivité et pas l'œuvre. De l'autre côté, il y a quand même, parce que l'œuvre, elle appartient au public in fine, puis c'est lui qui décide ce qu'il en fait ou pas. L'autre élément là-dedans, c'est que la question des sensibilités, je l'entends, et j'entends aussi que ça part d'une très bonne intention. Et ça, faut le reconnaître, faut le dire. C'est pas l'intention de censurer, c'est l'intention de prendre soin d'une partie du public qui pourrait être heurtée. Mais aujourd'hui, les gens sont heurtés partout. Tout le monde peut être heurté partout. Est-ce qu'il faut donner gain de cause aux catholiques extrémistes de Civitas à Genève qui sont choqués d'une fresque avec la Vierge Marie qui tient un bébé paresseux dans les bras? Donc, comment on met le curseur? Non, mais comment on met le curseur? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Et c'est une usine à gaz. Je pense que c'est inextricable. Si on rentre là-dedans, le nombre de critères, de paramètres, sonder les âmes des gens, etc., c'est très, très compliqué. Et je pense qu'on pourrait très bien continuer à diffuser ce qu'on avait prévu de diffuser en expliquant qu'il ne faut pas y voir là une caution d'actes qui sont, en plus pour ce qui est du complément d'enquête, hors d'un plateau de tournage, pas du tout dans le cadre de l'industrie du cinéma, mais dans le cadre d'une visite organisée, d'un voyage organisé en Corée, et faire justement la séparation entre ça et de dire que diffuser un film n'est pas cautionné. Et dernier point, comment rester cohérent là-dedans quand dans La Grille des Fêtes, il y a un film, par exemple, réalisé par Luc Besson, sur lequel il y a aussi un dossier comme ça à peu près à Mediapart. 5e élément en l'occurrence. Oui, exactement. Donc, ou un autre qui était produit par Harvey Weinstein. Pulp Fiction, pour pas en parler. Voilà. Mais je dis pas ça pour vous, je dis ça pour celles et ceux qui voient au-delà de la décision que vous avez prise une espèce de position morale, si on veut, qu'on prendrait. Et je pense que là, ça devient infernal quand on fait ce genre de choses. Et il n'y a pas, je conclue avec ça, mais il n'y a pas que des réalisateurs qui sont concernés. Il y a les films de réalisatrices, il y a Les Amandiers, par exemple, de Valeria Bruna-Tedeschi, où là aussi, il y avait question d'un interprète accusé de viol. Il y a très récemment l'Anatomie d'un meurtre, on a appris il y a 2 jours qu'il y avait une plainte contre un des interprètes, etc. Donc, le réalisateur. Pas sur le film. Exactement, mais qui interprète dans le film. Donc à un moment donné, de nouveau, c'est infernal, c'est inextricable, on ne s'en sort pas. Laissons les œuvres avoir leur vie, et puis on verra bien si le public est au présent au rendez-vous ou non. Vous avez raison, c'est Samuel Tice, il était interprète dans le film et réalisateur d'un autre film, et c'est sur l'autre film, c'est passé. Je vais vous donner la parole, Pascal Critin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous étaient adressées, mais j'ai quand même envie de m'adresser à la téléspectatrice que vous êtes peut-être des fois, parfois, quand Gérard Depardieu nous offre des propos salaces sur une petite fille, sur un poney, on ne va pas revenir dessus, on est à Noël, tout le monde est écœuré, est-ce qu'on peut tranquillement diffuser Depardieu comme ça, et puis on verra, vogue la galère? Non, mais moi, d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'entends ce souci de M. Critin qui dit il faut préserver la sensibilité. Dans un même temps, pendant les fêtes de Noël ou récemment, on a pu voir un film sur le Ku Klux Klan, on a pu voir un film d'horreur, ça. Alors, je ne sais pas si c'est mieux d'avoir Obélix dans son salon ou si c'est mieux d'avoir le Ku Klux Klan. Je ne crois pas. Et vous voyez, cette intention, moi, déjà, c'est une sorte de parure. Parce que vous avez dit d'emblée, un peu par prolepse, que ça n'est pas de la censure. En réalité, c'est une censure. C'est une rémanence de la censure, ce qui s'est passé là. C'est une censure parce que... et d'ailleurs, on pense toujours que la censure, elle fait partie des temps révolus. Elle a été le fait du prince, de l'Église, des régimes autoritaires. Et en démocratie, elle est beaucoup plus sournoise. Elle est beaucoup plus oblique. Elle n'est pas même assumée et elle s'infiltre. Quand on décide, à un moment donné, de retirer temporairement ou de façon permanente un acteur, comme par exemple on en voit au pilon des livres, quand on décide de retirer un acteur qui ne vit que par les écrans, bien, c'est évident que c'est une censure. C'est d'ailleurs une certaine mort de l'artiste qu'on a ici, qu'on nous a infligée. Et ça, c'est d'abord la chose qui me semble être juste, parce que voilà, on est tous un peu camusiens, on nomme les choses. Ce qui s'est passé pour moi est de la censure. Et vous êtes érigé en quelque sorte en procureur pinard du 19e siècle, qui a tout d'un coup aussi, avec des bonnes intentions, de protéger la société, de ne pas, en considérant que, par exemple, les œuvres de Flaubert, de Baudelaire devaient être retranchées, qu'il fallait le condamner, parce qu'ici et là, il y avait des scènes qui pouvaient être choquantes. C'est la même démarche, c'est la même volonté, parce que vous pensez que nous ne sommes pas capables d'entendre, de voir, et c'est une façon aussi, non seulement du côté de l'acteur, de le condamner sans même qu'il soit jugé, et sous prétexte, et je vous entends de dire qu'il a d'impunité, mais de quoi parle-t-on? Pourquoi on parle d'impunité? Il n'a même pas été jugé. Pourquoi vous parlez d'impunité? Tout ce qu'on a appris, des témoignages, nous parle de situations de harcèlement sur le place de travail. Et ça, pourquoi vous parlez d'impunité? La justice est saisie.
Pourquoi vous vous érigez Mais en non, juge? parce que Pourquoi durant vous avez des- besoin de Mais c'est punir faux. avant de condamner? Mais bien sûr, on est dans cette nouvelle ère où, par une simple émission de complément d'enquête, qui n'est d'ailleurs même pas une enquête, parce que ça n'est pas une enquête, c'est juste des assertions, et c'est juste des mots que l'on entend qui n'avaient pas du tout vocation, et vous concéderez quand même, à être publics, d'accord? Les mots de Gérard Depardieu n'avaient pas vocation à être publics, ni vocation à être Ils sont prononcés devant une non, caméra. mais d'accord, mais même pas être recueillis par un quelconque destinataire. Ce sont des mots, j'ai presque Mais on envie ne de peut dire, pas entendre les s'auto-voter. témoignages Pardon, des femmes. On ne peut pas pardonnez-moi, entendre. je termine. On ne peut Je pas termine. entendre. Et puis, d'un autre côté, on a des actes qui sont allégués par des personnes qui ont saisi la justice, d'accord? On peut peut-être attendre, parce qu'il y a déjà un classement sur une des plaintes, et puis la personne a redéposé plainte, et puis il faut rester très très prudent, c'est juste la loi qui vous l'impose, d'accord? Et vous parlez d'impunité avant même que la loi ait fait son enquête, avant même, madame, qu'il y ait eu ne serait-ce qu'une confrontation, je crois les avant femmes même qui ont que parlé. Gérard Je Depardieu crois les femmes ait qui ont pu parlé. s'exprimer. Voilà. Mais Je crois les femmes qui ont parlé. D'accord. Je crois une Lio Mais qui vous avez témoigne, le droit etc. vous Ben avez- voilà, j'ai le droit. Mais bien sûr, c'est le Donc, nouveau voilà. slogan de MeToo, c'est Non. victime, on vous croit. Sauf que... Non, pas mais bien sûr, c'est le slogan de MeToo, il faut C'est l'assumer. pas un slogan, madame. Mais bien sûr, c'est le On slogan de connaît MeToo, trop madame. de situations de femmes qui n'ont jamais pu avoir réparation pour Ça n'est- des histoires ça n'est- de harcèlement sexuel, de violence sexuelle et d'agression sexuelle. Comment fait-on maintenant pour sanctionner ces crimes? Comment fait-on? Mais Eh bien, il y a une exaspération dans la société. Madame. Il y a une exaspération dans la société. Vous êtes- C'est aussi ça qu'on entend. Et c'est aussi ça le momentum qui fait que la RTS a pris cette décision. Non, mais certainement. il dit l'inverse. Alors je vais Oui, vous dire mais- une chose. Il dit l'inverse. Vous n'êtes pas du tout sur le même registre. Monsieur Critin a dit, et pour ça, je vous remercie de l'avoir rappelé. Vous avez dit, je respecte la présomption d'innocence. Moi, je vous dis simplement, monsieur, avec toute l'humilité, c'est que je pense que ce que vous avez fait révèle l'inverse. Ce que vous avez fait, à mon sens, est une forme de bannissement que vous avez prononcé. Le complément d'enquête a décidé de condamner cet homme, et puis vous avez décidé de le sanctionner. Et donc, d'une certaine manière, ça peut souffrir que l'on puisse le penser quand tout d'un coup, un homme subitement est tout à fait retranché des écrans. On va revenir tout à l'heure sur le débat sur l'impunité ou pas l'impunité qui vous anime toutes les deux, parce qu'il est effectivement central dans le sujet. J'aimerais juste qu'on passe encore 2 ou 3 minutes sur ce cas-là et sur cette question de censure, pas censure. Finalement, pourquoi est-ce qu'on a peur du mot censure? On peut dire oui, on est un peu censuré. Mais parce que ça n'en est pas une. Je respecte l'analyse, évidemment, éminemment plus compétente que moi, juridique, de Maître Hayat, mais je regrette, juridique, la censure. vous me prêtez, je ne sais pas comment la qualifier, excusez-moi, vous nous prêtez, disons, des intentions, des postures et des statuts que, franchement, nous n'avons jamais imaginé. Encore une fois, excusez-moi d'être extrêmement modeste et humble en parlant de la programmation TV. La programmation TV, comme celle peut-être d'un théâtre ou que sais-je, mais TV, c'est tous les soirs faire un choix programmatique parmi l'océan des propositions, en sachant très bien que nous ne plairons pas à tous les publics tous les soirs, c'est impossible, mais en faisant en sorte que sur l'ensemble des soirées d'une année, on plaise globalement aux gens. C'est d'ailleurs pour ça que 8 romans sur 10 se retrouvent sur la RTS dans tous ces vecteurs confondus chaque semaine. Donc globalement, il me semble qu'on fait assez bien notre travail. Mais voilà, et donc nous disons, à ce moment-là, je suis obligé de le répéter encore une fois, à ce moment-là des fêtes, quelques jours dans l'onde de choc, disons dans les répliques de cette émission complément d'enquête que vous jugez ne pas être une enquête, et je ne parle pas de ça, eh bien nous estimons qu'à ce moment-là, il n'est peut-être pas opportun, disons, de heurter une partie de la sensibilité du public. Mais ça se passe en mars, nous sommes tellement pas on un est sens... fêtes, on ne prend pas la Mais même bien décision. sûr. Mais on pourra certainement le rediffuser. Non, mais ce que je dis, ça n'était pas passé Comment pendant les fêtes. Vous insistez beaucoup sur pendant non, les fêtes. Moi, c'est d'une part après complément d'enquête, et d'autre parce que le 15 et 18 décembre, c'est 10 jours après. Et puis d'autre part, c'est dans le moment des fêtes. Voilà. Et donc, la meilleure preuve que nous ne sommes pas des censeurs, etc., que nous ne brûlons pas toute la bibliothèque d'Alexandrie, etc., c'est que nous avons diffusé, effectivement, comme vous l'avez rappelé, différents films. Et puis, quand on diffuse un reportage sur Ku Klux Klan, c'est pas pour choquer les gens, c'est pour informer les gens. C'est notre travail. Et d'ailleurs, la RTS, je vais vous donner un scoop, elle va continuer de porter le fer là où il le faudra dans le débat public. Elle va continuer de mettre des thèmes de société qui font des débats profonds. Parce que c'est notre rôle. On va continuer de faire des enquêtes, quitte à, disons, pas choquer, heurter. C'est pas notre propos, c'est pas notre but, mais disons, quitte à porter le fer, une fois de plus, là où ça peut faire Pascal mal. C'est Critin, notre travail. Sur le choix programmatique, quels sont, puisque la question est en filigrane, c'est quoi le critère? Quels sont les critères? Est-ce qu'il faut des critères? Parce que le risque que tu es en train de souligner, Yael Hayat, c'est l'arbitraire de dire si on commence là, on s'arrête où? Donc c'est quoi le critère? Le critère, c'est
Et d'ailleurs, c'est tellement pas une science exacte que, voilà, parfois on peut peut-être se tromper. Le critère, c'est d'essayer de plaire à une majorité du public à peu près chaque soir et toute l'année. Et c'est pas la première fois, mais on n'en a jamais parlé. Quand il y a eu l'accident mortel de Pierre Palmade, semble-t-il sous effet de drogue, eh bien, momentanément, on a arrêté de diffuser des spectacles d'humour de Pierre Palmade. On a pensé que c'était inconvenant, peut-être pour une partie du public, de continuer à diffuser. Mais Pierre Palmade, on l'a rediffusé quelques temps après, voilà. Pourquoi ça vous a pas énervé contre contre des programmes Pierre Palmade? Je vais vous dire, ça m'a énervé. Moi, je pense que vous n'avez pas lu non, mais à l'époque. Oui, je l'ai pas écrit cette fois-là. Mais j'essaie d'être cohérent. C'est-à-dire, je pense quand même que c'est infantiliser le public de partir du principe que pour lui plaire, il faut ne pas passer ce film parce qu'il va mettre un signe d'égalité entre l'homme, ce qu'il a dit dans ce reportage en Corée du Nord, et puis les films dans lesquels il participe. Je ne vois pas du tout pourquoi les romans penseraient ça. Je pense que c'est les prendre un peu pour des idiots. Mais quand on dit Mathieu il n'y aurait pas de film si ça n'avait pas été Gérard Depardieu. Et que c'est le fondement même de la starification que de ne pas faire de différence entre les œuvres, l'homme, l'artiste. Ces films, ils sont là parce que c'est Gérard Depardieu. Et aujourd'hui, on fait ce débat parce que c'est Gérard Depardieu. Et que fondamentalement, cette différence qu'il faudrait faire entre les œuvres, l'artiste et l'homme, elle n'est pas faite dans la société. Gérard Depardieu, on le voit, et c'est notamment pour ça qu'il parle devant une caméra à ce moment-là, parce qu'on le voit pris en photo par des paparazzis, parce que c'est ce que les gens veulent voir. Mais si vous voyez Cyrano de Bergerac, aujourd'hui, vous pensez à la fillette coréenne sexualisée sur un poney? Mais bien sûr, parce que l'œuvre se nourrit aussi de l'homme, et que fondamentalement, il n'y a pas de différence. Et que pour les autres personnes, on ne ferait pas cette différence. Pour le commun des mortels, si j'ose dire, cette différence n'existe pas. Pour en finir avec le cas Depardieu, et pour revenir à ce qui est en toile de fond, à ce changement d'époque qui sous-tend tout ceci, comment est-ce qu'on évite, et encore une fois, c'est le souci qui est exprimé par ce côté de la table, comment est-ce qu'on évite l'arbitraire? Et c'est pour ça que je vous pose la question des critères. Comment est-ce qu'on évite qu'aujourd'hui, ce qui vous semble être une raison tout à fait raisonnable sur Depardieu devienne déraisonnable sur quelqu'un d'autre? Mais je pense qu'on ne résoudra pas cette question. Je suis désolé de ne pas pouvoir apporter une réponse précise qui peut-être simplifierait tout le débat. Il n'y a pas de règle précise, ce n'est pas une science exacte, c'est un acte éditorial, un choix, comme je l'ai dit. Quand Gérard Depardieu, encore une fois, est accusé de viol, eh bien, nous ne prenons pas de décision parce que l'affaire n'est pas tranchée, présomption d'innocence a été rappelée. Et un autre moment plus tard, quand nous avons perçu, disons, une vague d'émotions, objectivement, franchement, autour de cette émission, nous prenons ces décisions-là à ce moment-là. Mais voilà, donc je ne pourrais pas vous donner de critères plus exacts que ça. C'est un choix éditorial que nous portons tous les soirs. C'est ce que c'est pas finalement le métier le critère, c'est le professionnalisme, nous dit le professionnalisme des programmateurs, et c'est un critère suffisant, c'est ce que nous dit Pascal Critin, Mathieu Béguin. Je pense qu'en temps normal, c'est un critère suffisant parce que c'est les œuvres justement qu'on juge. On va juger l'œuvre, on va juger son intérêt, sa qualité, et c'est l'œuvre pour elle-même qui sera. Ça vaut aussi pour des documentaires, la pertinence du sujet, la manière dont c'est fait. Là, j'ai l'impression que tout à coup, on décale quand même. Vous voyez où je veux en venir. On décale quand même un tout petit peu la chose, et c'est quand même une option morale, disons, qui est prise là-dessus en disant l'œuvre, c'est une chose parce qu'on avait bien prévu de la programmer, mais là, vu le contexte et ce qu'il a dit ailleurs, d'ailleurs dans un tout autre cadre et contexte, fait qu'il pourrait y avoir contamination, certains pourraient considérer que c'est du même, et donc c'est quand même un choix prudentiel peut-être à la Thomas d'Aquin, mais je ne suis pas sûr que le moyen employé soit effectivement le plus prudent et le plus sûr. C'est intéressant parce que moi, je n'ai pas d'avis en tant que directeur de la RTS à porter sur la question de la séparation ou non entre l'œuvre et l'artiste. Mais mettons-nous une seconde dans la tête d'une partie du public roman, qui, je pense, ne philosophe pas de cette manière-là. Oui, il philosophe beaucoup. Prends Gérard Depardieu. Mais vous décidez malgré tout, quand vous dites une partie, c'est que déjà vous le faites au détriment d'une autre. Non, mais par respect, parce que manifestement une autre partie s'est exprimée fortement, non, qui a envie de voir, qui n'a pas envie, qui a envie de voir Gérard Depardieu, qui n'a pas envie qu'on lui borne sa liberté, qui a envie de voir, et qui peut tout à fait voir Gérard Depardieu et l'entendre dans des propos obscènes, comme elle peut entendre
je ne sais pas où lire des poèmes de Ronsard, d'Apollinaire, de Sade, comme elle peut voir une toile de Gustave Courbet sans avoir tout d'un coup, sans partir en courant et faire des cauchemars. Toute cette partie-là du public qui fait une place à l'obscénité, à la vulgarité, toute cette partie-là, elle n'a aucun problème à entendre Gérard Depardieu dans des propos obscènes. Et je pense que le service public, ça n'est pas son rôle de faire allégeance à une partie au détriment d'une autre. Parce que vous ouvrez une porte qui va être très, très difficile à refermer. Et puis surtout, comme vous le dites vous-même, il n'y a pas de critères. Et quand on n'a pas de critères, ça ressemble un tout petit peu à de l'arbitraire. Je le laisse répondre et on avance. Mais justement, d'abord, il n'y a pas d'allégeance. On nous prête ce propos, mais je regrette, il n'y a pas d'allégeance. Je suis obligé de le dire. Vous-même, vous le dites, je respecte une partie de la population qui pourrait... Vous cachez Depardieu qu'on ne saurait voir parce que cette partie de la population ne peut pas le voir. Comme ça a été dit tout à l'heure, nous diffusons d'autres films, d'autres réalisateurs, des films produits aussi par des réalisateurs qui ont défrayé la chronique. Nous le faisons aussi parce qu'à ce moment-là, alors on se parle maintenant, ça n'est pas globalement problématique dans la sensibilité du public. Mais vous ne pourrez pas enlever au métier de la programmation l'exigence de percevoir chaque soir la sensibilité du public. Si je dis une partie du public, c'est par respect pour une autre partie qui s'est manifestement prononcée. Voilà. Mais si vous voulez, je dis tout le public, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Mais on est bien d'accord que tout le public a quand même une arme incroyable pour faire face aux choix de programmation qui lui déplaisent. Exactement. C'est la télécommande. Et c'est exactement ça qui se passe tous les soirs. Finalement, vous savez, la programmation TV, c'est un peu... pas le droit d'utiliser leur Oui, exactement, il faut rester. Mais vous êtes au restaurant, vous avez un menu qui est proposé, voilà. Et puis si ça ne vous plaît pas, vous pouvez passer sur RTS2, sur PRTS, Play Suisse, que sais-je, ou sur d'autres télévisions, plateformes de streaming. Donc ça précisément, mais vous l'avez retranché du menu, justement. Vous affaiblissez la télévision. Parce qu'on a fait ce choix dont je me suis déjà exprimé, sur les raisons pour lesquelles je me suis déjà exprimé longtemps, voilà. Alors, si vous êtes d'accord, j'aimerais qu'on attaque ce qui est en toile de fond de cette affaire, puisque de toute évidence, il y a des lignes qui bougent, il y a un changement d'époque, il y a de l'acceptable qui est devenu inacceptable. Il y a, et c'était les termes, l'intitulé d'une des contre-tribunes, une adresse d'un nouveau monde au vieux monde. Alors, quels sont les ressorts, les ingrédients de ce nouveau monde? Focus de Christophe Siron. Une tribune de professionnels du cinéma qui s'adresse au vieux monde, relayée par Mediapart. Un réquisitoire lapidaire contre une vieille garde qui fait rempart pour protéger Gérard Depardieu, malgré ses comportements obscènes. On assiste en ce moment au soubresaut du vieux monde réactionnaire qui se cabre pour exister encore, s'accrochant à ses privilèges et ses injustices face au monde nouveau qui cherche à apparaître pour une vie plus heureuse et plus équilibrée. Un nouveau monde où la parole se libère, et c'est tant mieux pour l'actrice Emmanuelle DeVos, interrogée par nos confrères d'Arte. Je pense que aussi ceux qui sont un peu contre tout ça, ils sont vieux. Et ils vont dégager, malheureusement, mais c'est comme ça. Et qu'il y a un nouveau mouvement qui arrive, avec un renouveau du cinéma, avec de jeunes réalisatrices, de jeunes réalisateurs. Et bien sûr qu'il y a des têtes qui vont tomber, qui n'auraient peut-être pas dû tomber, mais ça, c'est les révolutions, c'est comme ça. Une révolution empreinte d'une nouvelle morale que les franges les plus radicales tentent même d'imposer à tout prix. Là-dessus, l'acteur césarisé Guillaume Gallienne a récemment confié son désarroi après un épisode vécu avec une élève lorsqu'il enseignait le théâtre à l'université américaine de Princeton. C'était l'hiver et c'était au tout début des cours et je lui ai dit « Excuse-moi, mais est-ce que tu portes quelque chose sous ton gros pull et le cas échéant, est-ce que tu accepterais de retirer ton pull juste que je vois comment t'es placé et comment tu respires ?» Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Et elle a accepté et le lendemain, il y a le type des humanités qui m'a dit « Tu peux venir 2 secondes dans mon bureau ?» Et il me montre un mail de cette étudiante disant que elle s'était sentie très humiliée, que j'avais abusé de mon pouvoir en lui demandant de se déshabiller devant tout le monde. Alors, où placer les limites? Quand les théories de ce nouveau monde particulièrement éveillées aux questions raciales ou sexistes, les théories wokistes, glissent vers la cancel culture, celle qui déboulonne les anciens héros, les livres, les films qui ne correspondent plus aux sensibilités de notre époque. Où placer les limites et jusqu'où accepter les possibles dérives? Les exemples existent. Kevin Spacey, accusé d'agression sexuelle, paria d'Hollywood, effacé au vrai sens du terme d'une production à succès avant d'être blanchi au tribunal. Ou J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, mis au banc parce que désigné aujourd'hui transphobe.
La nouvelle morale qui s'érige partout, au grand regret du directeur du Théâtre du Châtelet à Paris, Olivier Py, artiste de l'excès, qui se confiait à nos confrères du Temps il y a quelques jours. Je n'ai jamais vu une jeunesse aussi peu festive et passionnée par les valeurs morales. C'est troublant. Ce n'est pas le rôle de la jeunesse de faire des prix de vertu. L'ancien monde poussé vers la sortie au nom d'une vie meilleure et plus équilibrée. Peut-être. Valérie Vuy, c'est pour vous ça. C'est pas, je reprends les propos d'Olivier Py, c'est pas le rôle de la jeunesse de décerner des prix de vertu. Est-ce qu'on est là, nouveau monde, ancien monde, dans un conflit générationnel? C'est l'éternel hockey boomer, enfin éternel, le désormais éternel hockey boomer qui revient? Je pense qu'il suffit de regarder autour de la table pour voir que c'est pas un conflit générationnel. Effectivement, aujourd'hui, il y a des questions. Il y a des discours qui ont une voix plus forte et une visibilité plus forte, et c'est tant mieux. Mais je pense qu'il faut rappeler que ces discours ont toujours existé. Ils étaient juste invisibilisés auparavant. Et puis, il faut rappeler aussi que les comportements violents, et notamment les comportements violents, et ce qu'on a pu voir de Gérard Depardieu, ça a existé en tout temps, et que ça a eu des conséquences en tout temps, et qu'aujourd'hui, la seule chose qui change, c'est qu'on les visibilise et qu'on arrive à porter un regard dessus et dire « ce comportement n'est pas adéquat ». C'est la seule chose qui change. Les conséquences pour les victimes, la violence, a toujours existé. Donc vous réfutez l'idée d'une nouvelle morale, d'un nouveau moralisme, d'un nouveau puritanisme qui serait générationnel, comme semble le décrire Guillaume Gallienne à Princeton ouOlivier Py. Votre montage, elle est dans un sens. Hein, non, tu pourrais Emmanuel si, DeVos. Carrément. Alors, Emmanuel DeVos. Oui, alors heureusement qu'Emmanuel DeVos était là. On va en parler d'Emmanuel DeVos. Ça a été un peu plus rafraîchissant, effectivement, de se rendre compte qu'il y a quelque chose, effectivement, il y a un moment de bascule, peut-être. MeToo y est pour beaucoup, mais c'est bien avant MeToo, évidemment, aussi, tout ce qui arrive là. Et là, maintenant, eh bien, chouette, il y a peut-être quelque chose qui va se passer et qui va effectivement rendre hors jeu un certain nombre de comportements. Et ça, pourquoi ne pas s'en réjouir? Et je pense qu'il faut aussi rappeler que des silenciations et que, comme on le disait, des entre guillemets, déboulonnages, même si je pense qu'aujourd'hui ça n'arrive pas finalement, eh bien, il y en a toujours eu. Et qu'énormément de personnes, énormément de femmes, énormément de minorités ont été silenciées par avance. Et que donc, finalement, ce qu'aujourd'hui, et le sont encore. Et donc, aujourd'hui, finalement, il faut remettre un peu le curseur au bon endroit. Et se demander, mais que fait-on quand on refait cet énième débat? Jonas Follonier, vous n'aimez pas non plus la lecture générationnelle, puisque vous avez 27 ans sans trahir aucun secret. Alors, c'est quoi les ingrédients de ce moment de bascule? Moi, j'ai l'impression d'avoir affaire quand même à des militants qui sont déjà persuadés d'avoir raison, qui veulent imposer leur vision sans passer par le débat, mais plutôt par la violence. Violence pas physique, mais enfin, la culture de l'effacement, pour reprendre le terme du titre de cette émission, elle est là, on la voit, c'est même pas un débat. Depardieu, on a parlé de cette petite affaire qui n'est pas une grande affaire, à mon sens, qui est juste un débat courtois autour d'un choix programmatique qui a ému les gens. Mais il y a sa statue qui a été retirée du musée Grévin, il y a une discussion sur sa Légion d'honneur, il y a beaucoup de gens qui disent Depardieu violeur, alors qu'il n'a pas encore été jugé. Et cette culture de l'effacement, elle se voit partout, sur un tas de sujets. Rien que les 2 dernières années, des statues ont été déboulonnées. Je ne vais pas revenir là-dessus. Lesquelles? Celle de, par exemple, Churchill, dans une ville anglo-saxonne, parce qu'il aurait été raciste, soi-disant. Winston Churchill, quand même. Il existe toujours dans l'histoire, Churchill, rassurez-nous. Je finis juste ma phrase. Ouais. Donc, il y a aussi, à Neuchâtel, il y a eu toute une discussion sur la statue de David de Pury. Finalement, l'option qui a été retenue, c'était de faire un dialogue artistique, je trouve préférable à la culture de l'effacement. L'université de Princeton, on a supprimé le latin et le grec dans un cursus parce que, soi-disant, ça propageait une idéologie raciste. Et pas dans n'importe quel cursus, le cursus latin-grec. Donc on ne fait plus de latin et de grec dans le cursus latin-grec à Princeton. On a brûlé des livres de Tintin parce que ce serait raciste dans une école au Québec. Et puis on a utilisé ça comme engrais pour planter un arbre de l'inclusion. Et puis pour prendre un exemple suisse encore, c'était l'année passée, ou il y a 2 ans, à l'université de Genève, oui, en 2022, on est en 2024 maintenant,
En mai 2022, une conférence a dû être annulée parce que des militants ont estimé que les deux interlocutrices, les deux oratrices qui venaient exposer leur livre étaient transphobes. En plus, elles étaient plutôt marquées à gauche, mais enfin, il y a toujours plus à gauche que soi. Voilà ce que je vois comme danger. Et effectivement, ce n'est pas du tout un conflit générationnel. La preuve, c'est qu'avec des collègues, on s'exprime, notamment dans le regard libre, pour combattre ce qui est en fait un combat d'idées. Vous réfutez, Anne Bizan, que cette idée-là, il nous fait une sorte d'inventaire à la Prévert de la cancel culture. Vous réfutez l'idée même de cancel culture. Oui, vous nous dites non, ça existe aussi, mais ça a toujours existé. Là, il y a beaucoup d'actions symboliques qui ont été grainées là et qui, au fond, expriment un besoin de débat, un besoin de mettre sur la table des choses qui sont aujourd'hui plus acceptables. Voilà. Oui, la société évolue, heureusement. Oui, on met en question, le racisme n'est pas une chose admise, etc., etc. On ne peut pas s'en plaindre quand même. Évidemment que je le pense. racisme est à bannir, mais... Voilà, donc si vous voulez, toutes les actions symboliques dont vous nous avez parlé, eh bien, c'est des actions pour évidemment confirmer effectivement l'évolution d'une sensibilité. Et je pense que c'est important de rappeler tout de même, c'est le cas pour Gérard Depardieu, c'est le cas pour d'autres exemples qu'a mentionné Follonier, que beaucoup de ces personnes qui ont eu le droit à cette visibilité, à ces statuts, ont aussi acquis cette renommée grâce à leurs privilèges, grâce à la domination et grâce aux discriminations qu'ils ont perpétuées vis-à-vis, par exemple, de personnes racisées ou de femmes ou de personnes minorisées. Et finalement, simplement remettre les choses à niveau et donner moins de visibilité à ces personnes, c'est aussi accepter que cette renommée qu'ils ont acquise, ils l'ont acquise avec des mauvais moyens. Donc, donc tabula rasa. Donc oui, on efface. À la différence d'Anne Bizan, vous dites d'accord, ok, ces gens méritaient d'être effacés. Oui, il faut donc... Non, il y a une différence entre effacer, il y a une différence claire entre effacer et ne pas glorifier. Il y a une différence entre brûler des livres dans une bibliothèque pour effacer complètement une personne et simplement se dire, au milieu d'une rue, il y a une statue, pourquoi une personne dont on sait que des actions ont été négatives aurait le droit à une statue. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas effacer, il faut maintenir les œuvres, il faut préserver le débat, c'est extrêmement important. Par contre, on peut se demander à qui l'on adresse de la renommée. Yael Hayat, je vous sens très agité tout à coup. Non, mais parce que je crois que vous ne prenez pas la mesure de la gravité de ce mouvement. Pas parler du wokisme, etc., mais on parle vraiment du mouvement MeToo et de sa résonance planétaire. Parce que l'ambition, elle est très noble, restituer la dignité des femmes et la recherche. Je suis pas sûre que l'ambition est noble, mais les moyens sont infâmes. Les moyens ressemblent au fond à la période de la terreur, après la Révolution. Et c'est cela, puisqu'on l'a vu d'ailleurs, il faut couper les têtes. C'est ce que nous dit Emmanuel DeVos. C'est ça l'ambition. Elle nous dit, s'il y a des têtes qui tombent et qui ne devaient pas tomber, tant pis. Mais bien sûr que l'ambition... Mais ce n'est pas une métaphore. Parce que c'est des mises à mort. Nous assistons à des exécutions successives depuis 2017, à des exécutions sans procès. C'est-à-dire que ce mouvement décide de contourner l'espace judiciaire, décide de s'affranchir... Attendez, je n'ai pas fini. Décide de s'affranchir des règles de l'espace judiciaire qui sont tout de même les règles de la preuve, les règles de la présomption d'innocence qui nous protègent, qui vous protègent un jour si vous êtes accusé, n'importe qui autour de cette table, n'importe qui de ces gens par exemple, qui vont signer des tribunes contre Depardieu pourrait un jour être accusé de cette même façon, d'accord ? Et ce cadre pour lequel on s'est battu, qui font partie des acquis de notre société, qui font partie des piliers de la démocratie. Le judiciaire, c'est quoi ? C'est un des 3 piliers. S'il n'y a plus de judiciaire, il n'y a plus de démocratie. Et donc, ce mouvement-là, c'est pour ça que pour moi, c'est un mouvement totalitaire, c'est un mouvement de terreur, et ça n'a rien à voir... Pardon, je finis. Ça n'a rien à voir avec la révolution féministe des années 70, qui est à l'origine des plus grands acquis des femmes
que nous continuons aujourd'hui de cultiver. Et pourquoi ce mouvement va subsister? Et c'est ce mouvement-là, je l'espère, qui supplantera dans l'histoire et qui est pour moi, j'appartiens en tout cas à cette lignée et je vois que de ce côté-là aussi, c'est que ce mouvement ne s'est pas inscrit hors la loi. Ce mouvement ne s'est pas détourné de la loi. Ce mouvement s'est battu comme la dépénalisation de l'avortement et tous ces acquis, que ce soit sous les auspices de Simone de Beauvoir, sous les auspices de Gisèle Halimi, sous les auspices de toutes ces femmes, Elisabeth Badinter, ça s'est fait, fait dans la loi. Le mouvement MeToo est un mouvement Yael Hayat, on vous a compris. Je laisse répondre à Le Maison. mouvement féministe n'a pas fait de mort non plus. Mais par contre, pourquoi... Vous le pensez? Oui, je ne sais pas, très franchement. Non, il y a déjà eu des suicides. Je pense qu'on va pas passer la soirée sur mort symbolique. Comment se fait-il que la justice est infoutue de sanctionner les agressions sexuelles d'une manière... Mais de quoi vous parlez, madame? Mais bien vous sûr. venez fréquenter un tout petit peu les prétoires. Mais de quoi vous parlez, madame? Je parle du 1% en France de cas de viol qui sont sanctionnés. Mais 1%. Mais écoutez, je ne sais pas très bien quels sont vos chiffres. 1% des viols dénoncés qui sont sanctionnés me paraît... C'est des chiffres qui sont sortis dans la presse. Me paraît tout à fait particulier. Moi, je vous dis que ce système est parajudiciaire. Et ce que je regrette le plus, c'est que ces femmes cherchent à reconquérir une dignité par des moyens qui sont tout simplement des moyens abjects. Comment on peut reconquérir sa dignité en balançant des porcins? Enfin, on reconquiert sa dignité en se redressant, en ayant véritablement... en faisant pas des choses qui nous détournent de la loi. Vous comprenez? Je trouve que là, il y a quelque chose, moi, qui me choque. Et je vais vous dire une chose. Il faut reconnaître à ces exécutions un côté totalement inique. Et comme disait Clémenceau à l'époque, quand il y avait l'affaire Dreyfus, il disait si une seule personne est touchée par une iniquité, c'est toute la France qui est touchée. D'accord? Et donc le sort de Gérard Depardieu, n'est-ce pas? On verra ce que ça donne au niveau judiciaire. Là-dessus précisément, je vois Mathieu Béglin qui me fait de l'œil, si j'ose dire. Comment est-ce que vous entendez? Parce que c'est ce que dit Emmanuelle DeVos en le revendiquant sur un plateau. Elle nous dit on est dans une révolution, on ne fait pas de l'omelette sans casser des œufs. Il y a métaphoriquement, s'entend, des têtes qui tombent, mais s'il y a une tête qui ne doit pas tomber, qui tombe, tant pis, c'est comme ça, c'est le propre d'une révolution. Comment est-ce que vous entendez ceci? Mais pour ma part, ça prouve qu'on est bien dans, en fait, une révolution, si on veut, mais morale. Parce que la morale, elle est absolue. Et là, elle s'embarrasse d'assez peu de choses. Et quand on pense qu'on a raison, c'est là qu'on se sent autorisé à tout faire et à enfreindre toutes les règles. On est en démocratie, on a l'avantage de pouvoir influer sur le corpus législatif et sur les lois. Et pour ça, il faut militer, il faut élire des personnes qui sont d'accord de relayer, il faut gagner des campagnes, des votations. En Suisse, on a plus la possibilité de le faire qu'en France, ça je vous le concède facilement. Très clairement. Mais tout de même, c'est-à-dire qu'on a des cadres. Mais alors, et oui, ça prend du temps, et puis parfois on n'a plus de patience. Moi, mon problème, c'est que dans cette idée morale, quelque part, c'est qu'à un moment donné, les chevaux vont s'emballer. Madame Hayat a cité tout à coup une figure du féminisme qui est Simone de Beauvoir. Mais Simone de Beauvoir, elle a attiré des jeunes filles de 16 ans dans son lit, et puis ensuite, elle les a mises dans le lit de Jean-Paul Sartre. Alors, Simone de Beauvoir, poubelle. Caravaggio était assassin. On va effacer les... parce que c'est pas bien. Donc, dans cette quête incroyable de vertu, il faut relire Saint-Just si on veut parler de la vertu et de la révolution, où il disait qu'on ne pouvait pas régner innocemment. Quelque part, on se retrouve dans... Ça s'appelait pas Saint-Just par hasard. Oui, mais tout passe... Ben non, il disait pas ça par hasard, mais tout passe par-dessus bord en même temps. C'est-à-dire, comment on fait le tri? Comment est-ce qu'on dit non, mais... Elle, on garde, lui, on garde pas, etc. Et c'est ça qui est compliqué, et c'est là où j'ai l'impression qu'on perd une complexité. C'est que les choses, elles s'additionnent. Quelqu'un peut être un salaud, comme Céline, et avoir du talent quand il écrit. Quelqu'un peut être vertueux, mais absolument médiocre, et ainsi de suite. On laisse répondre Valérie Vuille. Et donc, ça ne s'efface pas, ça s'additionne. Et quand on essaie, quand on essaie de réduire Voltaire à une seule chose, c'est le fait qu'il possédait des esclaves, c'est réducteur, justement. Et il y avait ça, mais il y avait tout le reste aussi. Donc, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, en gros, dont il est question. Mais l'option morale, elle, ne le permet pas, parce que la morale est absolue. Le bébé avec l'eau du bain, Valérie Vuille. Ouais, non, mais moi, ce que je vois, c'est que c'est un débat qui est compliqué et un argumentaire qui est compliqué à tenir, parce que finalement, aujourd'hui, on nous prête beaucoup de propos que l'on n'a absolument pas dit. Et puis surtout, il n'y a aucune nuance. Il n'y a aucune nuance dans les arguments là qui sont apportés. Ce qui est étonnant, c'est que chacun se sert le manque de nuance. Oui. Le manque de nuance, c'est quelque chose que vous vous reprochez mutuellement.
C'est bien le problème qu'il n'y ait aucune nuance. Mais parce que je pense que en fait, aujourd'hui, si on nous entend, à aucun moment on a parlé de réduire une personne au silence. À aucun moment on a parlé d'effacer toutes les œuvres, de brûler des œuvres ou de ne laisser aucune place au débat. Ce que l'on demande simplement, c'est que les voix soient écoutées. C'est que les œuvres qui peuvent être jugées problématiques avec notre regard aujourd'hui soient accompagnées. C'est que l'on diversifie également les programmations pour montrer d'autres regards. C'est ça, aujourd'hui, ce que l'on demande, simplement. En quelques secondes, Pascal Critin, puisque je vous laisse tranquille depuis un petit moment, là, mais vraiment en quelques secondes, comment est-ce qu'on se positionne en tant que service public, institution, RTS, dans ce changement d'époque? Comment est-ce qu'on fait? Vous avez raison de m'avoir laissé tranquille, parce que dans cette scénographie ronde, dans laquelle je suis bien obligé d'être d'un côté de la table qui n'a pas de côté, moi, je n'ai pas à prendre. Mais justement, je ne vous rejoindrai pas, comme je ne rejoindrai pas, entre guillemets, un autre camp, parce que nous n'avons pas à prendre position. La fonction d'un média comme le service public, comme la RTS, c'est de permettre le débat. Parce que je crois qu'il est essentiel que dans la société, l'opinion puisse se faire le public puisse se faire une opinion éclairée, sur base d'un vrai débat contradictoire, approfondi, serein, ce que je crois que nous sommes en train de faire, même si évidemment il y a un peu d'émotionnel. Et c'est ce que nous essayons de programmer, disons, tous les jours à travers nos émissions. Et je crois qu'on va consacrer pas mal en fait d'émissions à cette question qu'on évite chaque fois d'aborder en disant c'est quand même un peu cliché de faire des débats sur la cancel culture, le woke, etc. Mais je crois que finalement vous en avez besoin les uns et les autres pour qu'on clarifie tout ça. On arrive quasiment au terme de l'émission, mais pas tout à fait. On va prendre encore un petit peu de hauteur avec le débrief d'Adriana Stimoli. Bonsoir Adriana. Bonsoir Alexis. Bienvenue. Bonsoir tout le monde, merci. Ce soir, c'est un mot qui est ressorti pas mal. On va vous tirer un petit peu qui vous intéresse, c'est le tribunal médiatique. Exactement, on va parler des médias, de leur rôle et de cette accusation qu'on peut leur faire d'être des tribunaux médiatiques. D'abord, on le rappelle rapidement, en 2017, c'est une enquête des journalistes du New York Times et du New Yorker qui révèle l'affaire Weinstein. Ça lance, on l'a dit aussi, le mouvement MeToo qui éclate à échelle planétaire. Et depuis, il y a eu beaucoup d'enquêtes journalistiques sur des affaires de viol ou alors de harcèlement. Et parfois, eh bien, on l'a vu, on accuse les journalistes de jeter des hommes en pâture à l'opinion publique. Les reproches, on les connaît. On leur reproche de se substituer à la justice, de ne respecter ni la présomption d'innocence ni la prescription, de grands principes juridiques. Mais voilà, sur ce sujet, il peut y avoir un autre son de cloche. Dans un livre intitulé « Faute de preuves, enquête sur la justice face aux révélations MeToo », la journaliste de Mediapart, Marine Turki, répond à cette accusation de tribunal médiatique. Bon, d'après elle, voilà, il n'est pas question pour les journalistes de devenir de nouveaux juges. Simplement, le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique et les pratiques judiciaires ne sont pas celles des médias. Marine Turki insiste sur la rigueur à laquelle sont tenus les journalistes. Leur travail, c'est aussi de vérifier les informations, de récolter des témoignages, plusieurs témoignages. En fait, en résumé, les règles qui s'appliquent à toute enquête journalistique s'appliquent aussi aux affaires sur les violences sexuelles. Et surtout, Marine Turki défend une chose, voilà, selon elle, face à une justice qui n'est pas toujours équipée ou formée pour s'occuper efficacement des plaintes pour violences sexuelles, le rôle des médias serait d'intérêt public. Voici un court extrait de son livre. Face à la chape de plomb posée sur les crimes sexuels, les médias peuvent contribuer à briser l'omerta et amener les victimes à parler ou surtout à être entendues. Yael Hayat, je vous vois prendre des notes, je vous ai vu lever les yeux au ciel. Évidemment, cette question, elle est pour vous. Alors, le travail journalistique peut faire bouger les lignes, saisir la justice pour une victime. Ça peut être long, ça peut être aussi laborieux. Expliquez-nous votre regard d'experte. Aujourd'hui, est-ce que la justice est à la hauteur face aux affaires de violences sexuelles? Vraie question qui se pose. C'est une vraie question. Là, vous avez cité une journaliste qui se livre depuis 2017 à des drôles de cérémonies dans Mediapart. Elle l'a fait, par exemple, avec Adèle Haenel. Sans aucun contradictoire. Bon, elle a quand même sollicité l'avis du réalisateur. Oui, bien après. Alors, oui, elle dit qu'il ne lui a pas répondu dans son livre. Ben oui, mais vous savez très bien comment ça s'est passé. Ça a été très critiqué. Sabine Procoris le fait très très bien dans ce livre et démontre la façon dont psychothérapeute qui était déjà sur ce plateau. Travaille aujourd'hui vraiment très 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 à recharge. On a l'impression que c'est vraiment une tribune de MeToo et c'est regrettable.
Moi, je peux comprendre qu'on ait des critiques à l'endroit de la justice. Je peux comprendre que la justice soit imparfaite. Elle tend vers la perfection, mais elle est imparfaite, elle est critiquable. Mais en attendant, elle est soumise à un cortège de règles. Et ces règles-là, en fait, nous protègent, sont des véritables remparts. Parce que ceux qui s'aventurent à se prendre pour des justiciers sur la base d'une revanche, parce qu'on parle, c'est une véritable revanche qui est en train de se passer. Et la revanche n'a rien à voir avec la justice. On dit même que la revanche, c'est la pire grimace de la justice. Ces gens-là s'érigent en juges, s'érigent en procureurs. Et j'ai envie de dire que les journalistes restent journalistes et essayer de reprendre confiance en la justice, parce que la justice ne peut être rendue que dans une enceinte judiciaire avec ses règles. Eh bien, moi, je vais rester journaliste et même animateur de débat en concluant, puisqu'on est à 1 heure d'émission et que malheureusement, on n'a pas beaucoup plus de temps. Merci mille fois, Adriana. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce débat. Encore une fois, il faudra qu'on le prolonge, peut-être avec vous, peut-être avec d'autres, ou vous et d'autres. Infrarouge, c'est donc fini. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit, à la même heure. Je ne sais pas encore sur quoi, avec un débat d'actualité. Tout de suite, Doc à la une avec le régime méditerranéen. Ça concerne probablement un peu moins Gérard Depardieu. Excellente soirée sur la RTS ou ailleurs. Bye bye.